Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, le phénomène humain, évolue peu à peu vers son ultime perfection. La paix universelle, l'unification de l'humanité, c'est-à-dire la fin des frontières, la fin des nations, la mise en commun de tout. Donc il faut évidemment que l'humanité soit techniquement finie, finalisée, que les hommes puissent avoir partout où ils passent le gîte, le couvert, de quoi pouvoir dormir gratuitement, etc., etc., par exemple. Et donc, cette finalité, à mon sens, elle est pour dans quelques temps. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cette étape. Mais, selon moi, l'humanité ne peut pas s'arrêter en cours de route et refluer, par exemple, ou, à part d'une catastrophe, mais globalement, c'est sa destinée. C'est ce qu'on construit de façon inconsciente. Alors, la première étape sera de prendre conscience de ce qu'on construit de façon inconsciente. C'est le principe pour un humain, hein, quand il évolue de façon inconsciente. Il peut se mettre en danger, il peut prendre des risques, il peut abîmer sa santé, etc. Et à partir du moment où il prend conscience de son comportement, il commence à améliorer les choses. C'est la première étape pour passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, c'est la destinée de l'humanité. Et alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des livres que je trouve au hasard de mes pérégrinations. Et là, c'est cette histoire. L'histoire savante masquée de Louis Vallon. C'est le titre qui m'a attiré. Et donc, voilà, je l'ai trouvé dans une brocante. Et je ne l'ai pas lu, mais on va lire un petit chapitre que je viens de parcourir, qui est très intéressant. Alors, tac, 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 parce qu'il n'est pas coupé le livre. Donc, c'est à un certain moment les problèmes de la démocratie. Voilà, le nationalisme et l'organisation politique du monde. C'est ce que je voulais. Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il disait à propos du nationalisme en 1957. C'est la date de publication, me semble-t-il. Je vais repréciser ça. Oui, 57. Et donc, comment il voyait cette idée du nationalisme, parce qu'on est un petit peu embarqué dans cette idéologie. C'est elle qui trace la route un peu actuellement. Curieusement, au moment où on va pour s'unifier, justement, les tensions, les retours vers la nation, les retours sur soi-même, America First, Europa First, et puis France, etc., etc., les nationalismes même au sein de l'Europe, au lieu de pouvoir travailler à la fédération de l'Europe, qui est une première étape vers l'universalité, eh bien, on voit bien que là, tout se tend. Et c'est le principe de notre évolution. On évolue toujours dans le même sens, on va vers le haut, mais avec des petits moments de recul, etc. Et ces moments de recul, eh bien, ils correspondent à la peur de la nouveauté. Et là, il avait bien compris Louis Vallon. Donc Louis Vallon, j'ai regardé, je ne connaissais pas du tout qui il était, et j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia ce qu'ils en disent. Louis Vallon, c'est un homme politique français né le 12 août 1901 à Crest, dans la Drôme, à Cré, ça s'appelle, on dit Cré là-bas. Et il est mort le 1er mars 1981. Tiens, juste un peu avant mai 81.
à Paris. D'abord, il a été membre de la SFIO, donc du Parti socialiste. Et il est mort juste avant, un mois avant en fait que le socialisme euh, passe euh, aux élections en 1980, en mai 80. Donc il a été au Parti socialiste avant la Seconde Guerre mondiale. Il est par la suite, en tant que gaulliste de gauche, membre fondateur du RPF, du Rassemblement pour la France, de l'Union démocratique du travail, puis de l'UDR. Donc c'est un gaulliste, quoi. Il est député RPF de 51 à 55, puis UDT. Alors je suppose qu'il a été résistant, on va voir. Voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est combattant dans les forces armées régulières, puis dans la résistance intérieure, puis dans les forces françaises libres. Au début du conflit, il est rappelé avec le grade de capitaine dans une unité du génie de la ligne Maginot. Fait prisonnier après la campagne de France, il est libéré en 1941 et rejoint la résistance au sein du mouvement Libération Nord. Contraint de s'expatrier en Angleterre, il arrive à Londres en 1942, où il se voit confier la section politique ou non militaire du Bureau central des renseignements et d'action. Après un bref passage début 1943 au sein de la première DFL, comme chef d'état-major adjoint, il est nommé directeur des affaires économiques du Levant, puis devient membre de l'Assemblée consultative provisoire d'Alger. Il fonde en mai 1944 avec Henri d'Astier de la Vigerie et René Cerf-Ferrière les commandos de France et en devient le premier chef de corps. Il rejoint le général de Gaulle à Londres, etc. etc. Bon, on ne va pas aller plus loin, mais globalement, c'était un gaulliste et c'était un résistant. Donc il a certainement travaillé à ce qui s'est passé dans ces 30 glorieuses, avec un peuple qui était véritablement chouchouté par l'État et avec des progrès sociaux considérables qui ont été vendangés à partir des années 80 quand on a commencé à privatiser les choses. Et c'est une catastrophe en fait, au final. Bon, mais c'est la logique de l'évolution. Il y a une logique derrière tout ça. On peut la comprendre à la fin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lire et puis, voilà, bon, je vais commenter, mais ce qui est intéressant, c'est que ça parle de ce que cherche à éclairer ma théorie, c'est-à-dire l'universalisme, aller vers l'universel. Le nationalisme est l'organisation politique du monde. La nation est la division du travail. Notre travail nous engage parce que nous sommes mortels. Immortels, nous ne pourrions échouer. Nos actes seraient dénués de valeur et d'importance. C'est très très intelligent ce qu'il écrit. Nous saisissons la vie comme un risque, car nous savons qu'elle comporte nécessairement la mort comme issue. En travaillant la pierre pour en tirer ses outils, l'homme primitif a procédé à une première démarche dont les autres dérivent. Le travail est devenu la substance de notre vie. Par lui, nous espérons acquérir le contrôle du monde et de nous-mêmes. Karl Marx exprimait cette ambition lorsqu'il disait « Toute la prétendue histoire du monde n'est rien que la production de l'homme par le travail humain. » Exactement, c'est ça. Et pourquoi nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité qui construit, qui, sans le savoir, construit son paradis. Pourquoi? Quelle est la logique et quelle est la clé de cette évolution? On le saura un jour ou l'autre. On comprendra. Et pour moi, il y a du divin derrière, bien entendu. Je continue. Une organisation mondiale des sociétés humaines serait susceptible de mettre en œuvre une division internationale du travail pleinement rationnelle. Donc il pense qu'il y a une organisation mondiale était là. Il faut bien comprendre que l'ONU venait d'être créée
Et donc là, il y avait vraiment un espoir d'unification universelle. Les sociétés particulières ont un comportement d'autant plus irrationnel que bien des facteurs jouent en leur sein, hors de la raison, parfois même contre elles. Les sociétés, les nations. L'action gouvernementale aboutissement de toute activité politique et partout fonction des structures fondamentales de la vie collective établies sur des données irrationnelles comme les races, les églises, les patries, les nations. Les sociétés particulières font usage de la raison pour persévérer dans leur être historique. Aussi trouve-t-on l'irrationnel à la source même du besoin de rationalité des institutions politiques et sociales. Placé au service de l'histoire, le rationnel tend à rendre plus efficace une action dont les fins sont dénuées de caractère rationnel et même parfois rationnellement injustifiables. L'État souverain, héritier du caractère sacré de la monarchie primitive, soustrait au libre examen des citoyens quelques-unes de ses plus importantes activités. L'État dispose des moyens de contraindre les individus et les groupes à se soumettre à ce que les dirigeants politiques appellent l'intérêt général. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'ordre du monde en réalité. Alors on peut en abuser, un État peut abuser de cette autorité et un peuple peut abuser du laxisme, etc. Donc c'est un équilibre entre les deux qui est important. Et on voit à quel point, quand l'État est faible, comme depuis 40 ans, l'oligarchie prend le pouvoir, le patronat prend le pouvoir et l'ouvrier souffre. C'est l'État qui procure à la nation, produit de l'histoire plutôt que construction rationnelle, la possibilité d'agir sur son propre destin et ainsi de prendre conscience d'elle-même. La nation prend conscience d'elle-même. Les passions, les ruses, les violences des autres nations menacent chaque nation qui doit lutter pour sauvegarder son indépendance. Et c'est là où la lutte de tous contre tous, le nationalisme, et on voit à quel point les moments nationalistes comme aujourd'hui, avec les tensions que mettent Trump et puis Xi Jinping et Poutine et Macron et compagnie, c'est désastreux pour l'humanité. Parce que c'est une sorte de recul de l'évolution vers l'unification. En disant, voilà, les combats. Alors maintenant, on est en train de peut-être les États-Unis sont en train de placer le combat non pas au niveau de la guerre, comme ça se jouait avant, quand c'était URSS Amérique, ça se battait peut-être pas entre eux, mais ça se battait sur le continent africain, ça se battait en Asie, ça se battait pour la domination, tout simplement. Et là, on se retrouve avec la même chose, mais au niveau commercial. Alors, est-ce que le combat qui a l'air d'être acharné là entre la Chine et l'Amérique, avec les droits de douane, etc., qui sont en train d'être mis en place, est-ce que ça serait une évolution de passer de la guerre tueuse, en somme, à la guerre commerciale? Voilà, pour moi, c'est une évolution. Mais on verra à la fin à quoi ça va déboucher, bien sûr. L'action du gouvernement est consacrée pour l'essentiel aux problèmes que pose l'unité et l'indépendance de la nation soumise à des interventions d'États étrangers, comme aux effets de la division du travail dans le monde. Cette contradiction fondamentale de la nation moderne, qui agit selon la raison, en rendant toujours plus efficaces ses techniques, selon l'histoire, en restant fidèle à ses valeurs et à ses fins propres, ne peut pas être surmontée de façon entièrement satisfaisante. Aussi, le nationalisme reste-t-il l'un des principaux facteurs des troubles de notre temps.
Ben oui, c'est ça le nationalisme. Ce que fait Poutine, ce que fait l'OTAN de son côté, ce que fait les Américains, ce que font les Américains, ce que font les Chinois, c'est du nationalisme. Et c'est ça le facteur de trouble, parce que il n'y a pas d'idée d'unification qui est sous-jacente derrière. Fraction militante de l'humanité, la nation se dresse contre les autres nations, toujours prête à affirmer sa puissance et sa cohésion à leurs dépens, passionnée de leur imposer sa loi. L'espace national est cependant devenu trop étroit pour garantir la sécurité des patries, menacées par des techniques de destruction d'ampleur planétaire. C'était la bombe. Et elle avait déjà été larguée. Un pouvoir mondial pourrait seul assurer à chacune d'elles, à chacune des nations, le paisible exercice de ses fonctions propres dans le cadre d'une meilleure division internationale du travail. Bien entendu, il a 100% raison, mais on n'est pas encore... Voilà, mais à cette époque-là, l'espoir d'un pouvoir mondial, il était très proche dans l'esprit, pas dans la concrétisation. Ajoutons que les étapes intermédiaires par où certains souhaitent nous faire passer pour aller du national au mondial recèlent pour la survie de l'humanité plus de périls potentiels que les États nationaux et les nationalismes. Et là, il a raison aussi. À cette époque-là, ceux qui préconisaient l'universalité, c'était par exemple l'URSS, c'était par exemple le communisme, qui voulait l'imposer par la force, qui voulait imposer l'égalité par la force. Et on voit bien que ce n'était pas possible. Il y avait une résistance trop importante. Et il y avait plus de périls en réalité, parce que c'était une dictature qui s'imposait avec le stalinisme. Et donc, s'il s'était imposé, par exemple, s'il avait réussi, alors oui, l'idée de faire un monde universel aurait été en place, mais sous le régime d'une dictature sans doute, peut-être, et donc un drame, évidemment. Le nationalisme a si fortement imprégné la conscience des peuples et si profondément pénétré les institutions que la souveraineté de l'État national commande à l'originalité juridique et politique des nations. Il n'existe pas toutefois de recette infaillible pour limiter cette souveraineté et réduire les tendances autarciques qu'elle comporte nécessairement, d'autant que dans le monde tel qu'il est, la violence rôde partout. À l'époque, il y avait la guerre sur le continent africain, sur le continent asiatique. Les Américains étaient au Vietnam, les Français également, etc., les Chinois, et voilà, c'était des luttes de dominants, quoi. Des êtres dénués de passion n'auraient sans doute besoin ni de morale ni de politique. Ils seraient de véritables robots fort différents des êtres réels dont les pensées en apparence les plus sereines cachent d'inconscients mais impétueux remous. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Merci de votre écoute. Alors, est-ce qu'on a arrêté ?